Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot RH sur les thématiques des ressources humaines. Et ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique du recrutement et plus particulièrement au secret d'une expansion nationale et internationale réussie. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. J'accueille aujourd'hui Simon Bastard, CEO chez RH Performance. Simon, tu nous éclaires aujourd'hui sur ton parcours à l'international et à la manière dont tu fais rayonner aussi RH Performance de manière nationale et internationale. Et aussi, tu nous expliqueras comment tu aides tes clients à recruter du coup nationalement et internationalement. Un peu d'histoire, et retournons dans le passé. Il y a 335 millions d'années, la Terre n'avait qu'un seul continent, la Pangée. Cette unité originelle a laissé place à une multitude de territoires, de cultures et de façons de travailler. Aujourd'hui, notre monde économique vit sa propre réunification, la compétition se mondialise, et rester cantonné à son territoire d'origine n'est plus une option. Attention, la véritable conquête ne se jouera pas sur les mètres carrés de bureaux ou le nombre de villes que votre entreprise va couvrir, mais plutôt sur le terrain du capital humain. Ce sont les talents locaux qui transformeront votre expansion géographique en réussite, qu'il s'agisse de nouvelles régions en France ou de territoires à l'international. Votre défi en tant que professionnel des ressources humaines, ça va être d'attirer ces perles rares, mais aussi de les fidéliser, tout en comprenant et en valorisant les spécificités de chaque territoire. Simon, j'ai une première question à te poser. Tu as un parcours international qui t'a amené à travailler dans plusieurs pays, notamment en Asie et en Europe. Quelles sont les différences culturelles les plus marquantes que tu as pu observer dans les pratiques professionnelles de chaque pays ? Alors tout d'abord, merci Clémentine pour l'invitation. Comme tu l'as mentionné, j'ai eu l'occasion dans une précédente vie professionnelle de pas mal voyager et d'aller rencontrer des partenaires, des clients dans différents pays du monde, notamment sur le secteur industriel. Alors je vais casser un mythe déjà pour démarrer. Ce genre de déplacement se résume souvent à des trajets du type je quitte la France, j'arrive à l'hôtel, puis hôtel, salle de réunion, hôtel, et puis ce pendant plusieurs jours avant de rentrer en France. Donc les visites et où l'acculturation aux pratiques locales, c'était assez rare. Par contre, en effet, vivre avec ces personnes, ces entreprises et observer un petit peu leur mode de fonctionnement, ça c'est quelque chose qui m'a à la fois surpris et que j'ai trouvé profondément enrichissant. Est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples à nous partager ? Alors ça, j'en ai beaucoup. Je vais devoir les sélectionner. Si je devais penser à deux anecdotes diamétralement opposées, la première serait plutôt relative aux pays scandinaves. Je pense notamment à la Norvège. La Norvège, il faut savoir que c'est un pays où l'équilibre vie pro, vie perso est très importante. Donc je me rends à Bergen, sud-ouest de la Norvège, pour aller rendre visite à un partenaire. La première chose qui me frappe en arrivant dans les locaux, tôt le matin, c'est la rangée de chaussons qui est juste devant l'entrée. Quand les collaborateurs arrivent le matin, ils enlèvent leurs chaussures, ils enfilent leurs chaussons, à la fois parce que c'est plus agréable, et puis aussi parce que le climat est un peu plus rude qu'en France. Mais c'est vrai que quand on vient de Paris, avec la veste de costume, la petite cravate que je portais encore à l'époque, ou les chaussures bien cirées, c'était un peu surprenant et c'est un peu rigolo. Bref, on entre en réunion, la journée se passe somme toute de manière assez classique, on déjeune le midi. Puis un peu avant 16h, le partenaire se lève et puis il dit « Écoutez, je vais arrêter la réunion parce que j'ai trompette. » Alors, grand blanc, on se regarde, la trompette, c'est une blague, pas une blague. En même temps, le moment n'était pas très approprié pour faire une blague. Et non, il avait réellement trompette, donc il a réellement arrêté la réunion à 16h. Pour remettre dans le contexte, on était sur des projets assez stratégiques, avec un certain montant, plusieurs millions d'euros. Donc à la fois pour lui, pour nous, pour les clients, c'était un sujet assez stratégique. Je me dis en France, si on arrête une réunion à 16h en disant « Désolé, je dois y aller parce que j'ai un cours de piano, de trompette ou autre », ça pourrait paraître assez surprenant. Mmh. Et donc, on arrête la réunion, on sort de la salle, et sur une entreprise qui fait à peu près 100 personnes, je constate qu'il n'y a plus aucun salarié dans les locaux. En Norvège, on a l'habitude de terminer de travailler vers 15h30, 16h. Les personnes rentrent chez elles, elles profitent de leur famille, de leurs amis, de leurs hobbies, que ce soit la musique, le sport, etc. C'est vraiment culturel. Alors on pourrait se dire, ok, mais
Ils retravaillent le soir, ils travaillent le week-end, comme c'est encore malheureusement trop souvent le cas en France. Pas du tout. Culturellement, ils vont vraiment scinder la vie professionnelle et la vie personnelle. D'ailleurs, ils ont un mot pour ça en Norvège, ils appellent ça le kos norvégien. C'est un petit peu l'équivalent du quality time pour nos amis les Anglais, mais de manière encore plus forte, encore plus puissante. C'est-à-dire, c'est comment je vis l'instant présent. Je profite de chacun des moments. Et donc pour ça, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Et quand je suis chez moi, je suis chez moi. Alors la question que tu meurs d'envie de me poser, c'est en termes de productivité, comment ça se passe ? Eh ben, c'est assez surprenant, puisque ces entreprises, en tout cas cette entreprise, est aussi productive, voire même plus, que d'autres entreprises à travers le monde. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'ils ont un rythme de travail quand même assez différent. Ils commencent tôt, les pauses sont très courtes, y compris la pause du déjeuner le midi. Et puis comme ils sont beaucoup plus concentrés aussi sur leurs tâches, nécessairement, il y a peut-être une efficacité complémentaire qui leur permet aujourd'hui de ne pas avoir de problème de productivité, bien que pour un Français, finir tous les jours à 15h30 ou 16h, ça peut paraître un petit peu court. Merci. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous partager ? Oui, et j'ai choisi un exemple fondamentalement différent et donc diamétralement opposé, et lui, il est plutôt lié aux pays d'Asie, notamment à la Corée du Sud. J'avais un grand client sur des gros projets, donc j'allais assez régulièrement en Corée pour plusieurs jours, comme tu peux l'imaginer. La première chose déjà, comparée à ce que je viens de te raconter sur la Norvège, c'est le rythme des journées. On commence relativement tôt, c'est acceptable, 8h30, 8h, et on finit les réunions vers 19h30, 20h. Okay. Donc avec un déjeuner en salle. Donc on est quand même sur des densités de journée quand même assez importantes, qui demandent beaucoup d'énergie. J'arrive donc chez ce client, et là je traverse un gigantesque plateau avec 250, 300 personnes. C'est-à-dire que l'intégralité de l'entreprise est réunie sur un seul et même open space. Ok. Donc là j'en déduis que les attentes sur la qualité de vie au travail sont quand même fondamentalement différentes de celles qu'on peut retrouver en France. Même quand on a des open space, on s'assure d'avoir des coins un peu plus calmes, où on va pouvoir se concentrer, pourquoi pas passer quelques coups de téléphone, voire même une salle de sieste, ça se démocratise. Là-bas, c'est pas un sujet, c'est pas un besoin. Ils travaillent avec beaucoup de promiscuité, c'est assez bruyant, donc la communication est peut-être plus efficace également, mais clairement, il y a peu de place à l'individualité, ou en tout cas à des moments un peu plus personnels. D'accord ? Tous au même endroit. Bref, on démarre la réunion, et là, deuxième surprise, nous sommes deux, puisque le projet est important, donc à deux on vient en force, comme on dit, et on se retrouve face à 10 personnes. Alors là, déjà, c'est assez surprenant, parce qu'il y a quand même un vrai déséquilibre, 2 personnes contre 10 personnes, donc c'est assez rare, même si les projets sont stratégiques. Et la deuxième chose, c'est que on peut se poser la question de quel est l'intérêt d'avoir 10 personnes ? Est-ce que ces 10 personnes vont pouvoir créer de la valeur ajoutée ? La réponse, je l'ai eue assez vite. Sur ces plusieurs jours de meeting, certaines personnes n'ont quasiment pas parlé, voire n'ont même pas parlé du tout. Voire pire, au cours de la réunion, certaines personnes se sont assoupies. Donc il n'était pas rare de voir une personne qui baisse la tête et puis un micro-sommeil de 30-40 minutes pour se réveiller plus tard. Et en réalité, c'est plus une question de représentation. On est sur un fonctionnement très statutaire, très hiérarchique. Il y a la direction, il y a les dirigeants, directeurs, il y a les managers, il y a les salariés. Et ils sont vraiment là parce que leur statut ou leur mission pense que c'est bien d'être présent. Et pas forcément pour créer de la valeur ajoutée. Et là encore, si on compare au fonctionnement français, surtout avec la démocratisation de la visio, où parfois on a plusieurs réunions en même temps, on va choisir celle où on a le plus d'intérêt ou de valeur ajoutée. Pas eux. Eux, ils vont choisir plutôt celle où il est mieux d'être, parce que c'est mieux d'être représenté dans cette réunion ou une autre. Ok. Là encore, j'imagine une réunion en France sur un gros projet où on s'assoupit, je pense que ça passerait peut-être un petit peu moins bien. Là-bas, c'est pas un sujet. Et puis pour aller au bout de cette surprise, et donc de cette notion de présentéisme, en tout cas de présence, le client a la gentillesse de nous inviter à dîner dans un petit restaurant coréen, super sympa, avec le petit barbecue à même la table, avec des bols un peu partout, donc vraiment très chouette. D'ailleurs, si un jour tu vas en Corée du Sud, je te le conseille, c'est vraiment canon comme concept. On repasse dans les locaux pour récupérer nos valises et rejoindre notre hôtel, 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Il y avait encore un tiers des salariés qui étaient devant leur poste de travail. Certains travaillaient sur des plans, des études, d'autres étaient en train de regarder des vidéos, certains sur leur téléphone, d'autres lisaient un bouquin, voire même dormaient sur leur bureau. J'avais envie de me dire, mais quel est l'intérêt ? Si c'est pour dormir, autant rentrer chez toi. Pas là-bas.
En réalité, le travail est une vertu. Et ne pas travailler, pour les Coréens, c'est signe de discrédit. Donc ça va forcément favoriser ce que nous, on pourrait appeler du présentéisme. C'est bien d'être là, même si on n'est pas forcément là pour les bonnes raisons. D'accord ? Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est qu'en 2018, j'ai lu ça assez récemment, le gouvernement coréen, en tout cas Corée du Sud, a légalisé le temps maximal de travail en Corée à 52 heures, au lieu de 68. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises coréennes travaillent 52 heures par semaine, mais on voit qu'il y a quand même une notion du temps qui est quand même complètement différente de nous, Européens, nous, Français. D'accord ? Après, encore une fois, je ne suis pas là pour porter aucun jugement, bien au contraire, puisqu'on se rend compte que notamment dans ces pays-là, ces entreprises sont extrêmement productives, c'est-à-dire qu'elles sont capables de répondre à une vitesse assez impressionnante, elles font preuve de beaucoup de réactivité, le travail est très qualitatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils ont une vraie force de frappe. Après, il est vrai qu'on pourrait peut-être douter de l'efficacité si on fait le ratio temps sur la productivité, mais néanmoins, ils travaillent tellement que, au final, ils sont aussi compétitifs, voire même plus, que la plupart, en effet, des entreprises françaises ou européennes. Simon, merci pour ces 2 exemples qui nous donnent un peu une ouverture sur le monde professionnel de la Corée et de la Norvège. Revenons en France, revenons à RH Performance. Tu as réussi à développer RH Performance des Hauts-de-France vers l'Île-de-France et puis aussi vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. On connaît tous le débat en France qui règne pain au chocolat, petit pain, chocolatine. On sait que même au sein d'un même pays, on peut avoir des différences culturelles. Toi, quelles ont été les stratégies pour mener à bien ce développement national ? Pour moi, déjà, la première chose, quel que soit le pays ou la région, pour moi, il y a un critère qui est ultra important quand on va vouloir se développer, c'est choisir les bonnes personnes. Et encore trop souvent, malheureusement en France, on va prioriser la compétence et l'expérience. Certes, c'est ultra important. Ça, j'ai pas de débat par rapport à ça. Par contre, pour moi, la chose qui est vraiment cruciale, c'est de recruter, d'engager des personnes qui sont réellement motivées. Se développer, ouvrir un bureau, ouvrir une entité, c'est un vrai challenge. Ça demande beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et il faut trouver des personnes qui vont se lever le matin avec cette énergie, cette envie d'entreprendre, cette énergie positive qui va justement permettre de relever le challenge. Donc moi, mon conseil, déjà, ça doit être un accord bilatéral. On n'est plus dans un monde où c'est l'entreprise qui choisit le collaborateur. C'est bien, en effet, l'entreprise qui choisit dans un premier temps, mais aussi le collaborateur qui choisit l'entreprise. Et donc moi, ce que je conseille à mes partenaires, mes clients, en tout cas ceux avec qui je travaille sur du recrutement, c'est favoriser les échanges avec un maximum de personnes. La direction, bien évidemment, la direction des ressources humaines, évidemment également, mais également les collaborateurs, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et que quand la personne entre dans le projet, elle sait réellement pour quelle raison elle y entre et qu'elle ait vraiment envie de mettre toute son énergie au sein du développement d'une entité qui est quand même un vrai challenge aujourd'hui. Donc ça, c'est assez global et c'est assez indépendant au final de la localisation, que ce soit Lille, Paris, Lyon, Bordeaux ou que sais-je. Après, on l'a mentionné précédemment, il y a des grosses différences culturelles à travers les différents pays, mais même à travers les différentes régions, on se rend compte que c'est pas une évidence et qu'il y a des modes de fonctionnement, des modes de communication qu'il faut prendre en considération si on veut pas se tromper dans le développement d'une entreprise. Après, pour répondre à ta question, je suis pas certain qu'il y ait une recette miracle. Il y a plein d'idées, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut essayer de mettre en place. Maintenant, dire, tiens, si je veux m'exporter au national ou à l'international, tiens, voici la recette miracle, je pense qu'elle n'existe pas. Moi, j'identifie 3 axes stratégiques qu'il faut creuser, qui ont tous leurs intérêts. Le premier, je dirais, qui est quasiment le plus sécurisant, c'est de dire, je vais développer à distance. Aujourd'hui, on a des outils, la téléphonie, la visio, qui sont ultra démocratisés, qui permettent finalement de garder contact avec ses clients, même à distance. Si on couple ça à des actions marketing, des actions digitales, des actions de communication sur les réseaux, en réalité, on peut occuper l'espace sans même être présent. Et puis pourquoi pas faire des allers-retours assez facilement entre Lille, Paris, Paris-Lyon, Lyon-Lille, c'est assez simple. C'est sécurisant, puisque à un moment donné, que ça marche ou ça marche pas, on investit quand même assez peu. Le problème, ou en tout cas le risque, c'est justement, comme on ne vit pas en local, on passe à côté de quelque chose. On n'est pas présent à l'instant T, on ne va pas faire 1 heure de train ou 3 heures de train juste pour un déjeuner. Et donc, à mon sens, ça peut être intéressant de l'explorer au démarrage, mais sur du long terme, c'est compliqué. Et je pense que c'est peu viable. Donc, pourquoi pas essayer de creuser le marché, voir s'il répond au démarrage, et assez rapidement, je pense qu'il faut une présence locale.
Et ça, pour moi, c'est pourquoi pas le deuxième axe stratégique à explorer en cas de développement national, c'est de se dire, est-ce que j'ai pas en interne, ça peut être les dirigeants, ça a été le cas notamment pour nous avec Hervé sur le développement à Paris, ça peut être aussi, pourquoi pas, des collaborateurs qui ont envie, pourquoi pas, de bouger en mobilité interne, se dire, tiens, je vais aller développer une nouvelle région. L'intérêt, c'est quoi? C'est que déjà, on a toutes les compétences. On connaît les offres, on sait comment ça marche, et aussi, on va pouvoir apporter avec nous l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est ultra important parce que, à un moment donné, si on ouvre une nouvelle entité, c'est à la fois pour proposer nos services, mais c'est aussi pour conserver finalement qui nous sommes. C'est d'autant plus vrai chez RH Performance, on a une singularité très forte, tu le sais, sur des sujets sociétaux, sociaux, environnementaux, et pas que. Donc c'est important aussi de se dire, je vais devoir transmettre à la fois la compétence, mais aussi l'ADN. Et en effet, quand ça vient de l'interne, c'est une vraie facilité de le faire. Le risque, c'est que si c'est pour uniquement un temps assez court, ou en tout cas quelque chose de délimité, même si ça peut se compter en mois ou en années, après c'est la transmission qui est plus complexe. Je lance une aventure, je lance un développement, et puis après j'essaie de recruter pour essayer de passer, je dirais, un petit peu le relais. C'est pas toujours évident de reprendre quelque chose qui a déjà été créé. Donc ça, c'est le premier danger. Le deuxième, si jamais c'est un collaborateur qui veut durablement s'installer dans une nouvelle région, il est quand même assez fréquent de voir aujourd'hui dans les entreprises ou même à titre perso des personnes qui changent de vie et puis après plusieurs années, c'est plus compliqué. On veut revenir dans sa région parce que rapprochement familial ou parce que tout simplement les cultures dans les différentes régions sont sensiblement différentes à titre pro et perso. Parfois, c'est même compliqué de rentrer dans certains réseaux parce qu'on n'est pas local ou même si on y vit depuis certaines années, on n'a pas tout à fait les codes. Donc ça peut marcher, mais c'est assez compliqué dans le sens où est-ce que réellement on va s'y plaire et est-ce que réellement ça va être durable? Donc à tester avec le risque d'avoir finalement des personnes qui, au bout d'un moment, n'y arrivent pas, ne s'adaptent pas et souhaitent finalement se rapprocher peut-être de leur terre natale. Donc une solution qui peut être viable, mais qui est également un peu risquée. La troisième solution, c'est celle qui aujourd'hui a permis à RH Performance de développer notamment Paris et Lyon, de manière viable et d'accélérer aujourd'hui, c'est d'allier les deux. Dans un premier temps, c'est de recruter des personnes locales, soit qui vivent là depuis des dizaines d'années, soit même qui sont nés dans la région et donc qui connaissent les codes, les canaux de communication, les habitudes, les modes de fonctionnement. Un petit peu comme pour les pays à l'étranger, quand on ne les connaît pas, c'est surprenant, quand on a l'habitude, forcément c'est beaucoup plus simple. Donc on va sécuriser ça, et en même temps il faut leur apporter la compétence et l'ADN. Et ça, je pense que c'est le rôle de l'entreprise, donc forcément des dirigeants, mais aussi des collaborateurs. Et donc pour ça, il faut créer des rituels très fréquents, je pense des coups de téléphone quasiment quotidiens, pour savoir comment ça se passe, les conseiller, les accompagner, qui ne se sentent pas seuls, parce que ça, c'est pas évident. Il y a la visio aussi, qui nous permet peut-être de manière plus ponctuelle, 1 à plusieurs fois par semaine, d'échanger de manière plus posée sur différents sujets, différents projets, mais en tout cas cette vraie présence aussi visuelle, pas que orale, pas que téléphone. Et pour finir, je pense qu'il est important aussi d'y aller régulièrement, voire très régulièrement. Est-ce que c'est 1 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines? Ça va dépendre de chacun. Mais c'est important parce qu'à la fois, on va partager forcément du formel, comme on pourrait le faire d'ailleurs par visio, mais également beaucoup d'informel. Et c'est là où on va créer finalement cette cohésion et on va transmettre l'ADN de l'entreprise dans une localisation finalement qui est nouvelle. Donc c'est ce que nous, on a mis en place aujourd'hui. Après, la difficulté, c'est qu'il faut s'ajuster, il faut s'adapter en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des besoins du marché, puis aussi en fonction du besoin de la personne. Certaines personnes auront besoin de plus de présence que d'autres. Donc, c'est le rôle du manager aussi, à un moment donné, c'est de s'ajuster à la situation et à la personne. Donc, voici, je dirais, les 3 stratégies que je recommanderais à utiliser peut-être à des moments différents, à tester, sur lesquels, en tout cas, chez RH Performance, ça a fonctionné. On l'aura compris, il n'y a pas de recette miracle, mais merci beaucoup pour les 3 stratégies que tu viens d'énoncer et que tu viens de développer. Il y a une seconde nouvelle chez RH Performance, c'est que récemment, on a intégré le réseau Enex Global Executive Search. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce partenariat qui est assez stratégique aussi ? Avec grand plaisir. En quelques mots, Enex, c'est finalement le rassemblement de différents cabinets, différents organismes de formation qui vont recruter et former à l'international, au sens large. D'accord ? Enex a une existence de 44 ans. Donc ça commence à faire quelques années, une présence dans 50 pays à travers le monde et 5 continents. Donc une vraie présence, un vrai rayonnement à l'international sur l'entièreté du globe. Pour la petite histoire, Enex, ça a démarré avec nous il y a de ça maintenant presque 6 ans,
on a commencé à discuter avec eux, comment on va pouvoir travailler ensemble. Ça peut paraître à la fois long et à la fois c'est primordial. Pourquoi ? Parce que quand on va s'associer finalement à des partenaires à l'international, il faut déjà qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes modes de fonctionnement. Et puis quand on va mettre en relation l'un de nos clients avec l'un de nos partenaires à l'international, il faut s'assurer que les modes de fonctionnement et puis la qualité des prestations soient identiques pour pas créer de déception et puis de s'assurer à un moment donné que le service est aussi qualitatif que si on l'avait traité en France. Donc ravi en effet d'avoir officiellement rejoint Enex il y a à peu près 1 an, un petit peu moins, et donc d'avoir discuté aussi longuement avec eux pour s'assurer qu'on partait dans la bonne direction. Pourquoi Enex aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est très personnelle. De par mon parcours à l'international, forcément, j'ai une vraie affinité avec les échanges de culture, de bonnes pratiques. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion d'échanger avec ces potentiels partenaires, forcément, c'est quelque chose qui m'a profondément motivé. La deuxième raison pour laquelle on a choisi Enex, c'est pour l'entreprise, c'est pour RH Performance. Comme on l'a vu dans les exemples que je t'ai donnés précédemment, c'est ultra riche d'échanger avec différentes cultures, différents modes de fonctionnement, différents pays. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il serait inconscient, ce serait un vrai manque d'humilité de penser que chez RH Performance, on ne peut pas aller encore plus loin dans l'accompagnement des entreprises, de nos partenaires, aujourd'hui de nos clients. Et donc, échanger avec ces personnes-là sur les bonnes pratiques, ça permet une vraie prise de recul. Et on adore, nous, l'innovation chez RH Performance. On adore se poser la question de comment on peut aller plus loin, comment on peut leur proposer d'autres choses, comment on peut être encore plus qualitatif. Et c'est justement par ces échanges avec d'autres partenaires, d'autres pays, d'autres cultures, qu'on peut prendre cette prise de recul et puis s'inspirer des meilleurs pour aller toujours plus loin. Donc je pense que c'est un vrai gain pour l'entreprise et puis pour nos clients, tout simplement. La dernière raison, elle est bien évidemment focalisée sur nos clients. Comme tu le sais, Clémentine, on a de grandes entreprises qu'on accompagne depuis des années, des entreprises parfois internationales. Et il est assez fréquent d'avoir des demandes pour aller recruter, former à l'international. Alors, autant on anime assez régulièrement des séminaires, des formations en anglais, ça c'est pas un problème. Maintenant, on va pas le faire à l'autre bout du monde, aux 4 coins du globe. Déjà, l'empreinte carbone serait catastrophique et clairement, ça serait à l'encontre de nos valeurs. Et puis, si demain on a un recrutement en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, aujourd'hui, on ne maîtrise pas la langue, on ne maîtrise pas la culture locale, ça serait inconscient d'y aller, tout simplement. Et donc, donner finalement l'information à notre partenaire, recommander notre partenaire à notre client, ça permet encore une fois de les accompagner sur le développement de l'entreprise dans son entièreté, et pas uniquement en France, mais bien sur le projet groupe global. Donc à la fois, je trouve que ce sujet Enex est passionnant pour les collaborateurs d'RH Performance qui vont s'enrichir à leur contact. À la fois, ça nous permettra nous remettre en question et d'aller toujours plus loin dans nos pratiques. Et puis je pense qu'à la fois, c'est un gage de qualité assez colossal pour les clients qui nous font confiance. Donc ouais, c'est une vraie fierté de faire partie aujourd'hui de ce réseau Enex. Merci pour ta réponse. Ça ouvre un nouveau champ des possibles pour RH Performance et pour son offre en matière de recrutement. J'ai une dernière question pour conclure ce podcast. Quels sont les conseils que tu donnerais à un dirigeant, à une entreprise qui souhaite s'étendre nationalement ou internationalement ? Déjà, je suggère, avant de se lancer dans ce type de projet, de définir le pourquoi. Pourquoi moi en tant que dirigeant ? Pourquoi en tant qu'entreprise ? J'ai envie d'ouvrir autre part, en France ou à l'international, peu importe. C'est vraiment important. Quelles sont les motivations profondes qui me donnent envie d'aller plus loin sur ce sujet-là ? Je te le partage, chez RH Performance, on s'est souvent posé la question de « Tiens, est-ce qu'on n'irait pas ouvrir autre part ? Nantes, Strasbourg, Bordeaux, peu importe. » Et on s'est fait la réflexion assez récemment de se dire la croissance, ouais, pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant. Mais pourquoi on veut cette croissance ? Et aujourd'hui, on a plutôt fait le choix de se concentrer sur les entités existantes, aller toujours plus loin avec, pourquoi pas, de nouvelles prestations, des nouvelles offres, de nouvelles approches, plutôt que de rechercher la croissance à tout prix. On a plutôt fait le pari à date de la robustesse, plutôt que cette croissance systématique. Donc je trouve que se poser la question de pourquoi j'ai envie d'y aller, elle est super importante au démarrage. Ça ne veut pas dire que demain on n'ira pas, mais en tout cas à date, on s'est posé la question et ça nous a permis en tout cas de prendre la bonne décision, de dire on va d'abord se concentrer sur nos fondamentaux, avant pourquoi pas d'envisager autre chose. Et peut-être qu'on ne le fera pas d'ailleurs au final, on n'en sait rien.
Le deuxième conseil que je donnerais, il est un petit peu en lien avec ce que j'ai dit plus tôt, c'est le choix des hommes, avec un grand H. C'est-à-dire que il est utopique de penser qu'on va pouvoir faire ça seul. Donc il va falloir bien s'entourer, que ce soit de l'interne, que ce soit de l'externe, sélectionner des personnes qui sont à la fois motivées par le projet, qui sont prêts à relever ce challenge, et qui ont au fond d'eux cette vraie notion d'entrepreneuriat. Se lancer dans l'ouverture d'une nouvelle entité, d'une nouvelle agence, peu importe comment on l'appelle, c'est un vrai projet, c'est un vrai risque pour l'entreprise, mais aussi pour la personne qui se lance dans ce projet-là. Et donc, c'est important d'en discuter, de bien comprendre les raisons pourquoi on le fait, et de s'assurer que quand on y va, on est bien accompagné. Donc, mon premier conseil sera vraiment de se dire avec qui je le fais et pourquoi je le fais. Et la dernière chose qui me semble importante, en tout cas nous, on a beaucoup discuté sur ces sujets-là et on veille à ce que ça soit encore discuté aujourd'hui, c'est cette réflexion globale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas une entité pour faire un bis repetita de ce qu'on a déjà fait. Moi, j'aime bien dire que 1 et 1 doivent faire 3 et pas 2. C'est-à-dire que le but d'ouvrir une nouvelle entité, c'est de créer toujours plus de valeur ajoutée, de créer des synergies. Et donc, à un moment donné, il doit y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre les différentes entités, du partage d'expériences, pour justement favoriser cette collaboration entre les différentes entités, et puis pas avoir la naissance d'une entité qui porterait pas les mêmes valeurs, pas le même mode de fonctionnement. Je pense que ça serait pas bon pour RH Performance, ça serait pas bon non plus pour nos clients, qui comprendraient pas pourquoi est-ce que le mode de fonctionnement à Lille est différent de celui de Paris, différent de celui de Lyon. Puis en termes de cohésion, ça pourrait être également mal compris par les équipes. Donc je pense que cette approche globale est ultra importante. Donc le conseil que je donne, c'est penser avant tout synergie et penser avant tout quelle valeur ajoutée va créer l'échange entre les différentes entités pour éviter d'avoir trop d'indépendance qui pourrait au final aller à l'encontre du projet de l'entreprise. Merci pour ces 3 derniers conseils qui seront, je suis sûre, chers à nos auditeurs. Et merci pour ton expertise lors de ce podcast. Comme d'habitude, c'était un plaisir de discuter avec toi. Le prochain Shot RH, ça sera en mai avec Laurence Pornet, qui est responsable pédagogique et formatrice chez RH Performance. Et elle nous éclairera sur la thématique des départs en entreprise. À bientôt.